Salut à tous, bienvenue à cette émission qui nous réunit toutes les semaines dans les studios de Burkina Info pour parler sans langue de bois, comme on le dira. Le nom de cette émission, c'est Sans langue de bois. Pour cette émission, chez quatre invités, il s'agit de John Karim Kadiaga, il est de l'économiste du Faso, de Sidibé Issouf, il est de notre voix, Aimé Nabaloum du journal Le Reporter et de Paulin qui est journaliste à Burkina Info. Donc avec mes quatre invités, nous allons tourner autour de deux sujets. Le premier sujet est relatif à la résolution adoptée par le bureau de l'Assemblée nationale. C'était le 27 janvier 2016, et officiellement publiée en février et qui donnait à Zéphirin Diabré, comme on pourra le dire, le rôle de chef de file de l'opposition. Il a reçu sa charge, ou bien plutôt sa mission, pour cette année 2016, un chef de file de l'opposition, tout simplement du fait qu'il a le plus grand nombre de députés au sein de l'Assemblée nationale. Et il devra donc conduire l'opposition politique sous le règne de Roch-Marc Christian Kaboré, si on peut le dire comme cela, en attendant la prochaine élection législative. Avec mes invités, nous parlerons de la marge de manœuvre de Zéphirin Diabré. On sait qu'il était le chef de file de l'opposition sous l'ancien régime, pour ne pas parler du régime de Blaise Compaoré, où il y avait de la matière, notamment l'article 37 et la question de l'alternance. Aujourd'hui, nous sommes avec un nouveau pouvoir. Quelle marge de manœuvre peut avoir Zéphirin Diabré? Voilà la question à laquelle nous allons échanger, mes invités et moi. Et le second sujet sera relatif au Kolwego, cette actualité qui divise les Burkinabés. Mes invités pourront, au cours de cette émission, nous donner leur point de vue sur cette affaire de Kolwego. Une fois de plus, donc, bienvenue à cette émission Sans langue de bois sur Burkina Info. Aimé Nabaloum, nous commençons par vous. Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, c'est vrai, ça n'étonne pas beaucoup de Burkinabés, mais la question qui se pose aujourd'hui, quelle va être sa marge de manœuvre? Oh, la marge de manœuvre, à mon avis, de Zéphirin Diabré, c'est de jouer donc le rôle qui lui revient dans toute bonne démocratie en tant que chef de file de l'opposition. Il ne pourra pas aller au-delà de cela. Mais j'ai quand même quelques inquiétudes par rapport au rôle que pourrait jouer donc Zéphirin Diabré en tant que président de l'UPC et chef de file de l'opposition politique. Inquiétude, pourquoi? Parce que vous avez vu, nous sommes l'après-élection que nous avons à remodeler, si vous voulez, reconfigurer la classe politique burkinabé. Ça, c'est le premier aspect. Il va falloir que le chef de file de l'opposition puisse tenir compte de cela. L'autre aspect, est-ce que l'opinion burkinabé a pu faire ce saut-là sur le plan politique, donc de la distinction ou du moins de la reconfiguration de la classe politique burkinabé. Je parle de reconfiguration parce que tous ceux qui sont aux affaires, que ce soit chef de file de l'opposition, que ce soit majorité ou que ce soit non inscrit ou autre, beaucoup, si vous voulez, pour la grande majorité, étaient donc des batailles de l'article 37, de l'insurrection, du Sénat, et du putsch, tout ça. Voilà. Ça fait que pour des gens qui étaient, si vous voulez, dans le même camp, la donne a changé. Et est-ce que Zéphirin Diabré va très vite, je vais utiliser le terme à dessein, est-ce qu'il va très vite se remettre de ses émotions et vraiment continuer le travail qu'il faisait avant? Parce que comme vous l'avez dit, il était chef de file de l'opposition. Voici les deux aspects. Est-ce que vraiment il va très vite oublier ce qui est passé et reconsidérer les choses, affronter les sujets au fur et à mesure, les préoccupations des populations au fur et à mesure qu'elles vont venir? Est-ce que l'opinion même est prête à accepter un chef de file de l'opposition? C'est la question aussi que je me pose, à laquelle également le chef de file de l'opposition doit faire face. Justement, Paulin, c'est vrai que sous Blaise Compaoré, il y avait quand même du mille en mou, en tout cas quelque chose de fil à retordre, parce que il y avait la question de l'article 37 et de l'alternance. Donc, quand on était opposant, on avait quelque chose de la matière
aujourd'hui, c'est vrai, tout pouvoir a ses dérives, mais Zéphirin Diabré est-il dans la situation où, effectivement, il pourra exercer son rôle d'opposant et être compris par la population? Déjà, il faut le noter, le chef de file de l'opposition il doit jouer son rôle de contre-pouvoir. Il faut le rappeler, tu l'as si bien dit, et Ludo, à son premier mandat, lorsqu'il était chef de file de l'opposition au tout début, il avait de la matière. Maintenant, cette fois-ci, cela dépendra un peu des actions menées par le pouvoir en place. Ça veut dire que si le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré et ses collaborateurs, s'ils déconnent, ça veut dire que Zéphirin Diabré aura quand même pas mal de tâches à œuvrer. Et il faut rappeler également que il aura pas mal de choses à faire, puisque il est bien vrai que nous avons une nouvelle dynamique et c'est à lui maintenant de trouver des actions, beaucoup de choses à faire pour pouvoir quand même s'illustrer en tant que chef de file de l'opposition. Okay. Sidibé, est-ce qu'on n'est pas mal parti au départ quand ceux qui ont eu le pouvoir ont dit que nous avons mené ensemble la bataille, donc on va aller ensemble? Est-ce que ça ne met pas Zéphirin Diabré dans une situation inconfortable? Parce que ceux qui disent qu'ils ont mené la bataille avec lui, qui sont au pouvoir aujourd'hui, une fois qu'il prendra des positions en tant que chef de file de l'opposition, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est de la trahison ou bien c'est le fait de ne pas vouloir aider ceux qui ont lutté avec lui? Non. Pas du tout, pas de la trahison. De toute façon, qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui que Zéphirin Diabré a été consulté pour la formation du gouvernement? Je pense que dans une interview qu'il a accordée dans un journal de la place... Ceux qui ont eu le pouvoir disaient que... Oui, mais ça, c'est des propos, peut-être, des déclarations... Il mettait de côté simplement le CDP et la DFRDA en disant qu'avec les autres, ils ont lutté ensemble. Oui, mais est-ce qu'ils l'ont approché de façon formelle? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, on ne peut pas discuter ici des sectes des gens tant qu'on ne saura pas quand même le fond du problème, puisque Zéphirin a dit qu'il n'a pas été consulté dans la formation de la majorité parlementaire, notamment la majorité du gouvernement. Donc, quelque part, on ne peut pas quand même l'accuser pour ça. Mais autrement dit, on ne peut pas parler de trahison. Et il est aujourd'hui chef de file de l'opposition politique. Et je pense que pour sa carrière politique même, il aurait dit c'est le poste qu'il devrait occuper pour les joutes électorales à venir. Je me pose la question de savoir si aujourd'hui Zéphirin Diabré, plus les maîtres Sankara et autres Taïou Bari se retrouvaient tous avec le MPP et formaient un seul gouvernement, on serait aujourd'hui dans un gouvernement de consensus. Et l'expérience a montré qu'en Afrique, le gouvernement de consensus, généralement, ça conduit vers des dérives, parce que là, on ne travaille plus. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, à Amadou Toumanou Touré au Mali, où, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a parlé du gouvernement de consensus, et finalement, il n'y avait plus d'opposition jusqu'à ce que il y a eu une certaine léthargie permettant ainsi beaucoup de failles dans le système sécuritaire et même dans le système, en tout cas, de fonctionnement des institutions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est chef de file de l'opposition, c'est à lui maintenant de jouer le rôle. C'est vrai qu'il n'y a pas de sujets sensibles comme sous Blaise Compaoré. On est dans une dynamique où il faut faire table rase de tout et aller vers une nouvelle truc. Peut-être que les sujets qui peuvent être sensibles sont les sujets de la jeunesse, les sujets de l'éducation, de la santé. Est-ce que ce sont des sujets qui vont galvaniser la population pour faire des mobilisations et montrer qu'on a josé sa force de frappe? Non. Donc je pense qu'il va rester là, s'opposer, faire des conférences de presse en attendant peut-être 2020 pour pouvoir se présenter encore. Mais justement, John Karim Kadiaga, le reproche qu'on a fait à l'opposition politique sous Blaise Compaoré, nous les journalistes, on lui disait qu'elle se focalisait trop sur l'article 37 et l'alternance. C'est vrai que ce sont de bonnes choses, mais elle ne parlait pas d'autres sujets. Aujourd'hui, comme les questions d'article 37 et d'alternance sont évacuées, finalement on se demande par quel bout Zéphirin Diabré va mener son combat, va saisir son combat, si je peux le dire. En politique, tout dépend des enjeux du moment. C'est vrai, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas l'article 37, ce n'est pas une question d'alternance, mais ça ne manque pas quand même de piquant. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres préoccupations qui intéressent les Burkinabés, sur lesquelles les chefs de file de l'opposition devraient pouvoir montrer sa capacité à critiquer l'action gouvernementale, à proposer des alternatives et à faire en sorte que les populations comprennent que quelque part, ce qu'on fait n'est pas bien ou ce qu'on fait n'est pas juste, et des trucs comme ça. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'enjeu, bon, dit qu'il n'y a pas d'article 37, il y a quand même beaucoup d'enjeux sur lesquels, par exemple, les chefs de file de l'opposition pourraient amener l'opinion à comprendre des choses qui ne sont pas peut-être, qu'ils ne voient pas peut-être. Et donc, tout dépend des... C'est ça qui est difficile, parce que Sidibé disait
est-ce qu'il faut des sujets qui puissent même mobiliser les populations? Non, mais absolument, il y a beaucoup d'autres sujets. Il y a la question de la vie chère, il y a la question de l'éducation, il y a la question de la sécurité aujourd'hui. C'est des sujets préoccupants. Tout ça là, c'est des choses sur lesquelles, même si ce n'est pas la même valeur que l'article 37 en son temps, et puis bon, nous ne sommes qu'au début du mandat du pouvoir en place, et les choses pourraient évoluer. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne pourrait pas avoir une question à la hauteur de l'article 37 plus tard? Les choses évoluent, et au fur et à mesure. Donc, tout dépend des ambitions du chef de file de l'opposition, de sa qualité d'organisation, de sa capacité à réunir tous les autres opposants autour de lui. Et donc, véritablement, c'est à lui véritablement d'imprimer les rythmes. S'il s'assoit et qu'effectivement c'est le pouvoir qui imprime les rythmes, donc on dira qu'il n'y a rien à faire. Pourtant, il y a beaucoup d'autres choses actuellement et sur lesquelles le Burkinabé voudrait que le pouvoir agisse et que l'opposition, en tant qu'opposition, puisse véritablement apporter la critique et la réplique nécessaire. Ok. Aimé Nabaloum, la première sortie du pouvoir en place, du gouvernement en place, c'était le discours de politique générale du Premier ministre. Et on a senti, on attendait bien la réaction de l'UPC à travers ses députés. On se rend d'autant plus que l'UPC, c'est le deuxième parti, arrivé après les élections du 29 novembre dernier. On avait senti, on avait compris d'ailleurs lors de la campagne électorale que Zéphirin Diabré disait que le programme de Roch-Marc Christian Kaboré était un copier-coller du programme de Blaise Compaoré en 2005. Donc finalement, on attendait qu'après la sortie du Premier ministre qui doit conduire la politique du gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré, que l'UPC ait une autre réaction que l'abstention simplement. C'est vrai, je suis tenté de partager entièrement votre analyse. Parce que c'est quoi vous savez, le vote qui est permis à l'issue donc, de la déclaration de politique générale du Premier ministre est un aspect important de cette déclaration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on permet aux députés soit de s'opposer, soit de s'abstenir ou de partager, en tout cas entièrement, la politique qui a été annoncée par le Premier ministre. Mais on s'est rendu compte que les députés de l'UPC, y compris d'autres députés bien sûr, se sont abstenus. Et cette abstention, à mon avis, je trouve que c'est une très mauvaise stratégie utilisée par l'UPC. Pourquoi c'est une mauvaise stratégie? Parce que ça veut dire que on partage tout de même une partie de la déclaration de politique générale, des intentions d'action donc du Premier ministre Kaba. C'est ce que moi je comprends. J'aurais préféré, j'aurais aimé que l'UPC, ayant été à la présidentielle avec un candidat comme Zéphirin Diabré, ayant eu en tout cas un programme qui a été proposé au Burkinabé, qu'ils disent alors la proposition du Premier ministre Kaba ne nous satisfait pas, alors nous sommes contre tout simplement. Sinon, vous voyez, l'abstention qui a été choisie par la plupart de ceux qui ne partageaient pas le point de vue du Premier ministre, cette abstention enlève tout le sens de cette déclaration, toute la substance à cette déclaration de politique générale. Pourquoi? Qui ne dit rien consent. Voilà, qui ne dit rien consent. Parce que si vous vous abstenez, ça veut dire c'est un feu vert que vous donnez. Quand bien même, par la suite, il y a eu d'autres explications. On vote contre pour dire nous pourrions proposer mieux que le Premier ministre Kaba. Mais les députés qui se sont abstenus nous ont fait comprendre nous n'avons pas mieux. Nous attendons de voir qu'est-ce qu'il va faire avant de nous prononcer. Ça va prendre combien de temps? Ça va prendre 5 ans. 5 ans. Ça va prendre 5 ans. Alors autant, donc dès le début, se prononcer contre. Et puis bon, qu'on passe à autre chose. S'il y a des négociations, pas forcément 5 ans. S'il y a des négociations à faire, oui, pas forcément 5 ans. S'il y a des négociations à faire, voilà, qu'on négocie. Voilà. Mais bon, s'abstenir comme ça, je pense que l'UPC est très mal sorti et ça passait difficilement au sein de l'opinion. Et à mon avis, l'UPC va encore batailler ferme pour reconquérir les cœurs de certains citoyens, à mon avis. Okay. Voilà, justement, sur la logique d'Aimé Nabaloum, les députés de l'UPC ont dit qu'ils ont voté, ils se sont abstenus parce que tout simplement, ils vont attendre de voir la mise en œuvre du programme de Paul Kaba. Est-ce qu'on peut aussi s'attendre, si on fait quand même un peu le parallélisme, non, mais je ne dirais pas, mais tout simplement, on peut aussi attendre que lors de sa première conférence de presse,
Zéphirin nous dise, bon, le pouvoir est arrivé, je vais attendre qu'il fasse une année pour voir sur quel bout commencer mon combat d'opposant. Oui, bon, il a bien dit, Émile l'a bien dit, on déplore malheureusement le vote l'abstention que le PC et certains députés ont eu. Bien vrai qu'ils ont expliqué qu'ils préfèrent observer un peu, disons, les actions que le Premier ministre va mener, mais on aurait aimé quand même qu'ils disent un peu qu'on est contre, comme il a dit, on est contre les actions, le programme que la déclaration de politique générale que Paul Kabatiba a présenté. Et bon, c'est leur stratégie, je pense, mais bon, ça aurait été mieux qu'ils puissent, dès le début déjà, déjà dire qu'ils sont contre cela pour qu'on soit un peu mieux situé. Il a également dit que cela va porter préjudice à l'opposition qu'est l'UPC, mais je pense que ça l'UPC et à Zéphirin Diabré de trouver sa marque pour pouvoir comment dirais-je, se démarquer des autres, pour que quand même on puisse savoir déjà quelles sont les actions déjà que Zéphirin Diabré et l'opposition. Oui, non, il y a une idée qui m'a plus ou moins échappé, parce que Sidibé a dit tantôt que dans une en tout cas interview accordée à un confrère de la place, le président du parti a fait comprendre qu'ils ont été ignorés dans la composition donc, de la majorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'UPC aurait aimé voilà, discuter, quatre sur table, s'il faut faire partie de la majorité ou pas. Et quand c'est dit comme ça, au regard du contexte, pour moi, la probabilité était forte que l'UPC aussi parte dans la majorité. Justement, Sidibé, c'est vrai. Si on repart en 2013, je pense, quand Zéphirin Diabré a étreigné son titre de chef de file, non, bon, je pense après les élections de 2012. Mais lors de sa première conférence de presse où nous étions au chef de file de l'opposition, il disait que lui, il aime être organisé. Dans le travail qu'il mène, donc il faudra qu'il réorganise l'opposition. Donc aujourd'hui, le travail de réorganisation, c'est vrai, nous connaissons l'opposition parlementaire, nous connaissons le CDP, l'ADF, RDA, l'UPC. Bon, ceux qui ne sont pas dans le Parlement, on ne sait pas s'ils sont du côté du chef de file ou pas. Alors, comment vous voyez cette réorganisation? Parce qu'il y a des ténors aussi de l'opposition qui ne sont plus là-bas, comme l'UNIR-PS. Alors, comment vous voyez cette nouvelle organisation de l'opposition? Bon, d'abord, on peut dire qu'il y a lui en tant que parti politique, d'abord, il y a l'UPC en tant que parti politique, on peut dire que c'est le premier parti d'opposition au Burkina Faso. À part ça, on n'en connaît pas parce qu'il faut une déclaration officielle. Chaque parti doit faire une déclaration de s'affilier au chef de file de l'opposition. Et en fonction maintenant des déclarations, il pourra voir avec qui travailler. Parce que c'est pas, aujourd'hui, on ne peut pas obliger le CDP, la DFRDA, la NAFA ou quelques partis, quoi que ce soit, d'aller s'affilier au chef de file de l'opposition. Les partis politiques sont libres de s'affilier ou de ne pas s'affilier. On a vu avec, sous le régime de Blaise Compaoré, où des partis politiques se disaient de l'opposition, mais qui n'étaient pas affiliés au chef de file de l'opposition. Donc, le travail de l'organisation, c'est dans le temps qu'il va voir en fonction de ses alliés et il va réorganiser. Mais par ailleurs, je voudrais quand même répondre par rapport aux réactions de M. Nabaloum. Je pense qu'il est un peu trop dur avec Zéphirin Diabré par rapport à la déclaration de politique générale. Quand on s'oppose, on n'a pas dit forcément qu'il faut bloquer les institutions. Si on estime que le discours de politique générale, c'est faisable, c'est jouable, on vote pour. C'est parce que nous sommes en Afrique que nous disons opposition, majorité. Dans certains pays, on parle de républicains, de démocrates, des libéraux, des socialistes. Ça veut dire qu'ici, on enlève dans la tête des citoyens qu'il ne faut pas forcément s'opposer pour s'opposer. Il faut s'opposer lorsqu'il y a des sujets sur lesquels tu sais que ça ne va pas dans l'intérêt du peuple. C'est ça. Et aujourd'hui, les gouvernants ont compris, les gouvernants aussi posent des actions allant dans le sens de l'intérêt du peuple. Peut-être que l'opposition accompagne pour améliorer. Et même en France, par exemple, tu vas trouver qu'au sein du parti même qui a le pouvoir d'État, il y a des gens qui s'y opposent et qui ne votent pas contre. Donc, lorsqu'on est dans un parlement, pas forcément que je suis de l'UPC, des MPP, des NAFA, de NDT, que je vais dire pour ou contre. Non, je vois en fonction de la politique, en toute mes conscience, et je vote parce que le député, c'est un élu national. Et il est libre de son choix. Donc, il faut quitter dans ce débat. La deuxième des choses, c'est quoi? Au contraire, il faut même flageller les députés des MPP, qui sont tombés dans un sarcasme de satisfaction, qui disaient que non, le discours est bien fait, bien articulé, comme si on avait appelé le Premier ministre de venir faire un discours, venir faire un examen de littérature. Bon, c'est eux-mêmes qu'il faut, parce qu'ils n'ont apporté aucune critique à la, comment ça s'appelle là, à la déclaration de politique générale. Par contre, les autres députés quand même ont apporté quelques points
où ils ont dit que bon, ici, il fallait faire ça. Non, ils sont d'accord, mais ils ont dit ici, il y a ça, ici, c'est pas arrivé, ici, c'est arrivé. Au moins, c'est ça. Par contre, c'est des MPP, on voit vraiment, ici, là, c'est des députés vraiment qui suivent l'exécutif de façon, comment ça s'appelle, mécanique. Et là, on retombe encore dans la législature passée, où le vote ne sera plus réfléchi, mais c'est un vote mécanique. En tout cas, c'est ce que les gars du MPP nous ont fait croire. Et pour revenir à ce que M. Gadega aussi, par rapport aux sujets qui vont truc là, il faut savoir que Zéphrin n'est pas le seul contre-pouvoir au Burkina Faso. Il y a d'autres forces aussi qui sont là, qui vont mobiliser pour des sujets d'intérêt national. Notamment les syndicats aussi. Lorsque vous parlez de la vie chère, bon, il ne faut pas faire de telle sorte qu'aujourd'hui, les politiques et puis les syndicats, chacun va dire que bon, tiens, dans mon domaine, parce qu'il y a des thèmes, oui, ils peuvent, mais il y a des thèmes qui sont réservés pour les syndicats. Et eux, ils sont là pour lutter pour les intérêts, pour la défense des intérêts matériels ou moraux des travailleurs et de la population de façon générale. Parce qu'ils ont inclus, ce sont des formes de lutte. Il y a dans des pays où les syndicats et les politiques s'associent pour lutter. Au Burkina Faso, l'expérience a montré que ça ne marche pas. Surtout après la crise de, comment ça s'appelle, de Sapoui. L'expérience a montré que ça ne marche pas parce que les syndicats estiment que leur lutte, ce n'est pas pour conquérir le pouvoir. Les politiques disent que si nous devons inclure les crimes impunis et les crimes économiques, il faut aussi inclure, inclure aussi la conquête du pouvoir d'État. Les syndicats, dans ce cas, on fait. Chacun marche ici. Donc ça veut dire que quelque part, il y a des sujets qui sont réservés. Il ne faut pas confondre. Le chef de file de l'opposition, c'est vrai, il est de l'opposition aujourd'hui. Tout ce qu'il peut faire, c'est de rester dans l'opposition, être alerte et quand même étayer la lanterne du peuple par rapport à un certain nombre de préoccupations en tant que politique. Parce que loin de moi l'idée d'appeler à un vote mécanique à l'Assemblée nationale. Non. Au contraire, lui, il souhaiterait, par exemple, Sylvain souhaiterait, par exemple, qu'on flagelle les députés de la majorité. Non, pourquoi les flageller? Ils sont dans leur rôle. Maintenant, la question, est-ce que les députés de l'opposition qui se sont abstenus étaient dans leur rôle? À mon avis, non. Parce qu'ils avaient un candidat à la présidentielle qui avait un programme qui était proposé aux citoyens. Certes, ce programme n'a pas été accepté par les électeurs. Il y avait donc cette seconde chance-là pour l'UPC de dire les propositions de notre candidat pour les Burkinabés étaient les meilleures par rapport à tel aspect, tel aspect, tel aspect. Malheureusement, cette partie du film est déjà finie. Non. Malheureusement. Pourquoi on doit voter donc à l'Assemblée nationale le discours de politique générale? C'est un vote qui peut être sanction pour le Premier ministre. Et le chef de l'État sera obligé de nommer un autre Premier ministre ou de discuter avec ceux qui se sont opposés. Moi, je pense que l'UPC avait cette carte-là en main. Malheureusement, vous avez parlé aussi des questions qui ont été posées. Je regrette, mais je ne veux pas parler des personnes comme dit quelqu'un, mais il y a eu des questions, par exemple, des députés de l'UPC, vous demandez, mais ça a quel fait? Quand un député demande au Premier ministre de dire du moins à l'Assemblée, aux députés, aux élus du peuple, quelles sont les armes qu'il va payer pour les militaires ou les forces de défense, je regrette. Ce ne sont pas des questions vraiment de haute valeur pour une Assemblée nationale ou pour, en tout cas, des gens qui prétendent gouverner. Pourquoi ce sujet vous dire que ça ne fait pas partie? Non, j'ai cette impression que Nabaloum aurait voulu que l'UPC soit à sa place et aller voter sanction contre le Premier ministre. Je vous pose une question. Pendant qu'eux estiment que c'est jouable. Oui, bon, je vous pose une question. Est-ce que vous vous rappelez, lors du discours de politique générale, le dernier discours de politique générale de l'ex-premier ministre de Blaise Compaoré, Luc Adolphe-Thiaw, les 28 députés de l'opposition, ADJ et UPC, ils avaient voté quoi? Est-ce que vous vous rappelez? Ils ne s'étaient pas abstenus, hein? D'accord, ils avaient voté non. Ok, pour comprendre que, bon, souvent, nous sommes maintenant dans une situation où on se dit, quand Salif Diallo peut-être avait dit, il faut former un gouvernement en tout cas un gouvernement d'union nationale. Voilà. Ça veut simplement peut-être dire qu'aujourd'hui, peut-être les politiciens, notamment ceux de l'opposition, sont dans une situation un peu plus compliquée.
parce qu'on vous a un gouvernement populaire en quelque sorte. Même si c'est vrai que l'UPC n'est pas dans le gouvernement, mais aujourd'hui peut-être que l'UPC se voit en tout cas contredire ceux qui sont au pouvoir, ça posera un problème parce que peut-être le peuple ne suivra pas. Pourquoi? Aucunement. C'est un parti politique qui a été créé avec ses idéaux. On vient à vous. Oui, vas-y. Non, contrairement à ce que Sidibé a dit, il n'y a pas de sujets qui sont réservés à l'opposition et des sujets qui sont réservés aux syndicats tant que ça intéresse le peuple. Tant que c'est l'intérêt général, tout le monde apprécie. Maintenant, en fonction du profil de chacun, en fonction de la sensibilité de chacun, effectivement, il y a des façons d'apprécier qui sont différentes. Il y a des façons de lutter qui sont différentes. Mais on ne peut pas dire que non, sur des questions particulières, l'opposition ne peut rien dire là-dessus. Est-ce que c'est les syndicats? Il ne peut pas dire. Non, mais lorsque vous dites qu'il y a de façon primordiale de d'autres structures. Non. Vous n'allez pas demander aujourd'hui... La déclaration de politique générale intéresse tout le monde. Des citoyens dans les villages jusqu'à celui-là qui se trouve. Non, il n'y a pas tous les citoyens. Nous allons terminer sur cette question avec. Oui, vas-y. Justement pour dire qu'effectivement, tout le monde devrait pouvoir apprécier. Et quand l'opposition, si l'opposition n'est pas d'accord avec la déclaration de politique générale du Premier ministre, l'opposition lui dit nous ne sommes pas d'accord, nous votons contre cette déclaration-là parce qu'elle ne va pas dans le sens. Ce n'est pas une déclaration à même de réaliser les aspirations du peuple. Donc on lui dit que franchement, on n'est pas d'accord et c'est clair. Et on dit pourquoi on n'est pas d'accord, qu'est-ce que nous proposons à sa place. Kadiaga et puis M. Navaloma, je vous pose la question. En quoi dans le discours de politique générale, montrez-moi au moins des sujets ou du moins en tout cas des questions qui ont été abordées et pour lesquelles vous dites que vous n'êtes pas d'accord et vous voulez amener l'IPC et d'autres forces à aller dans votre sens. La déclaration de politique générale, c'est quoi? C'est un canevas qu'on donne. Oui, c'est un chemin qu'on montre. Reprochez au moins de façon concrète quelque chose dans la déclaration et là on peut discuter. C'est de ce chemin-là que nous allons prendre pour arriver à tel but. Et que tu vois que ce chemin-là ne permet pas d'arriver à ce but, nous dit non, ce chemin-là, on n'est pas d'accord. Il fallait prendre l'autre chemin. Et en ce moment, si la personne dit c'est ce chemin on prend, je dis je ne suis pas d'accord et je vote non. Non, pour dire à mais si vous dites je ne dis rien, c'est comme si non, on dit vas-y, on verra si tu vas arriver. Ces mêmes députés de l'UPC, quand ils ont tenu leur conférence de presse, ils sont revenus sur les 2000 milliards à mobiliser chaque année selon le Premier ministre Paul Kaba, parce que sur les 5 ans, ça faisait 10 000 milliards. Ils ont dit non, selon leur calcul, c'est impossible de pouvoir mobiliser les 2000 milliards en une année. Et ils ont expliqué pourquoi. Donc, ça veut déjà dire que voilà un sujet sur lequel ils disent qu'ils ne sont pas... Parce que tout le programme du Premier ministre ne tient qu'autour d'une chose, les moyens financiers. Vous pouvez avoir des intentions, si vous n'avez pas les moyens financiers, c'est compliqué. Donc, peut-être que les députés de l'UPC auraient pu réagir sur cette question. Je vais peut-être préciser, hein, si besoin était pour M. Sidibé. Moi, je ne suis pas parlementaire. Moi, j'observe les faits et les gestes des politiques et des parlementaires pour le cas précis. Je ne vais pas dire, pour tel aspect, le Premier ministre est parti à côté. Non, je dis, je ne suis pas d'accord avec l'abstention de l'UPC parce que l'UPC, en principe, a une alternative. Et si cette alternative-là est meilleure que la proposition faite par Kaba, que les députés de l'UPC s'opposent. Voici ce que moi je dis. Maintenant, les députés de l'UPC ne l'ont pas fait, se sont abstenus. L'abstention, si vous voulez, c'est ambigu et comment ça pose problème. Et ce qui fait que, pour une certaine opinion, l'UPC aurait aimé faire partie de cette majorité. Parce que c'est quoi? Il y a aussi cette bataille pour les postes de responsabilité au niveau du Parlement qui se posaient. Voilà. À mon avis, c'est surtout cela qui a fait que les députés de l'UPC se sont dit, je vais peut-être utiliser les termes plus ou moins terre à terre, se sont dit, tac, on arrête ici parce que si nous fonçons, on risque de ne pas nous donner des postes de responsabilité de décision au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés de l'UPC se sont abstenus, le sort n'a pas été autre que ce qu'on a vu. Ils se sont plaints parce qu'ils n'ont pas de poste de responsabilité. C'est le même sort. Je pense que les postes avaient été décidés avant que
Non, si. Il y avait déjà le président de l'Assemblée nationale, il y avait déjà le vice-président. Non, c'est pas ces postes simplement. Oui, mais il y avait d'autres postes qu'on avait déjà décidé. Selon les députés de l'UPC, au sein de l'Assemblée nationale, il y avait 52 postes à pourvoir, que ce soit dans les commissions, que ce soit dans les parlements sous-régionaux ou bien les parlements communautaires. Dans les 52 postes, l'opposition en a eu que 15. Et ils n'étaient pas d'accord. Ils ont voulu boycotter. En temps, ils sont partis voir le président. Le président leur a ajouté 3 postes. Donc, ce qui fait 18 postes sur les 52. Mais ce qui est étonnant dans tout ce qui s'est passé, on a vu des conférences de presse faites par l'UPC et puis l'autre groupe parlementaire où se trouve la DF-RDA et puis les autres, mais pas le CDP. Mais finalement, on n'a pas compris pourquoi le CDP, lui, il ne s'est pas plaint. Ça, c'est une question. Alors, donc, on termine sur ce sujet pour aborder l'autre sujet. Il s'agit des Kolowego. C'est vrai, cette actualité, elle défraie, si je peux dire encore, l'actualité même au Burkina Faso. C'est vrai que notre pays, ce qui est intéressant dans ce pays, à chaque moment, on a de façon cyclique des événements qui font l'actualité. Les Kolowego existaient paisiblement, il n'y avait pas de problème. Et maintenant, depuis janvier, finalement, ces Kolowego posent problème, même si des journaux avaient soulevé des cas de dérive de ces Kolowego. Alors, vous dites quoi sur cette question? Ou juste, peut-être on va essayer de circonscrire la question pour dire pour ou contre les Kolowego. En tant que journaliste, je vous pose cette question, vous pourrez développer à travers vos arguments. Déjà, bon, moi, je dirais plutôt que je suis contre ces Kolowego-là. Parce que le rôle de la sécurité revient à l'État. À travers les forces de sécurité et de défense. Donc, ces Kolowego-là, peut-être, devaient jouer un rôle de vigilance, un rôle, comme on l'a appelé, les populations également, à jouer ce rôle, d'interpeller les forces de défense et de sécurité pour qu'ils jouent leur partition. Parce que, on peut le dire, ces Kolowego-là, beaucoup sont illettrés et ils sont limités également au niveau du domaine des droits. Donc, je pense que ce serait vraiment de ramener ces Kolowego-là à juste un simple rôle de veille pour interpeller, pour contribuer un peu à la bonne garde et à la bonne garde de la sécurité au niveau du Burkina Faso. Ok. Emile Amadou? Oui, moi, je ne sais pas si je suis pour ou contre, hein, mais je constate que les Kolowego ne sont pas, je l'ai déjà dit, ne sont pas une organisation reconnue dans le circuit sécuritaire de notre pays. Non. C'est vrai, vous partez dans les villages, certains diront que c'est un langage de ville. Vous partez dans les villages, les populations vivent, si vous voulez, l'enfer. Pour les questions d'insécurité, les vols, les agressions sont légion dans les villages. Malheureusement, nos forces de l'ordre, nos forces de défense et de sécurité ne sont pas en mesure de sécuriser, si vous voulez, les populations. Et comme toute réaction, à mon avis, c'est normal que les gens s'organisent pour, en tout cas, se sécuriser eux-mêmes. Mais il y a de la manière qu'il faut dans tout cela. Malheureusement, les Kolowego sont allés, en tout cas, comme une étoile filante, et c'est allé très vite. Le temps que, ça je suppose, le temps que les autorités se rendent compte, la mayonnaise avait déjà pris. Aujourd'hui, nous sommes face à un dilemme. Parce que c'est quoi? À l'heure où nous sommes, désolé, vous ne verrez pas cette force de sécurité qui va débarquer dans un village, à moins de mettre tous les Kolowego dans des barriques et puis les jeter à la mer, si on a vraiment la mer au Burkina. Quelle est la solution? Le niveau atteint par les Kolowego est tel qu'il faut convoquer ces personnes-là et discuter avec elles pour leur dire il faut arrêter. Ce n'est pas votre travail. Voici des personnes qui meurent du fait des Kolowego. Qu'est-ce qu'on en fait? Une famille qui a l'un de leurs décédé du fait des Kolowego, vous allez porter plainte contre qui? Les Kolowego refusent d'être convoqués par, comment on appelle, les forces républicaines. Comment on fait? La famille peut-elle porter plainte contre l'État? Moi, je dis oui. Et c'est l'État qui est responsable. Juste après les élections, parce que les Kolowego ne sont pas nés juste après les élections. Ça existait bien avant. Et moi, je pense, mon intime conviction est qu'au niveau des politiques, certains sont bien au courant de l'existence de ces groupes d'autodéfense-là. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien. John Karim Gadiaga? Non, mais franchement, je dois dire que cette histoire de Kolowego, c'est une idée géniale. Je vous surprends peut-être, mais je trouve que c'est une idée géniale. Il y a des dérapages, oui, il y en a.
Est-ce que c'est bien, dans la pratique, c'est bien fait actuellement? Je crois que non, il y a des choses à revoir. Mais fondamentalement, c'est une idée géniale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre qu'en fait, l'apparition de cette forme d'organisation sécuritaire au niveau traditionnel, au niveau villageois, hein, est née, révèle le fait que les mécanismes de l'État moderne ne sont pas parvenus à assurer, en fait, à prendre en compte beaucoup d'aspects. Et il y a beaucoup de gens qui se sentent effectivement exclus dans la forme. Parce que quoi qu'on dise, si vous allez dans les villages, Nawaloum l'a dit ici, il y a des problèmes de sécurité. Les gens n'arrivent pas. Vous êtes dans un village où, avec votre bétail, et puis c'est ça qui vous permet de vivre. Le premier poste de police que vous avez, c'est peut-être à 5 km. Et peut-être avec un ou deux policiers qui sont là-bas, vous l'appelez, il n'est même pas disponible, il demande du carburant, des moyens. Mais pourtant les gens ont des moyens. Si dans la forme traditionnelle, ils avaient les moyens, effectivement, de prévenir même. Ce n'est même pas de lutter par la suite, de traquer les bandits par la suite, de prévenir même les dangers contre lesquels les forces de sécurité et l'État moderne là, sont censés lutter. Donc, mais les gens se sont assis, ils ont vu que ça ne marche pas. Ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. J'ai lu comment c'est arrivé. Oui. C'est depuis 2005 où on a commencé à mettre en place la police de proximité. On a vu qu'il y avait des formes d'organisation traditionnelles qui existaient et les gens se sont inspirés de ça. Oui, mais justement, Karim Gadiaga, sur cette question, est-ce que les gens, c'est pas dû au fait que les gens ne se comprennent pas? Oui, c'est vrai, si on dit que les Koloego existaient, si on dit que les Koloego existaient et ça ne posait pas problème, c'est que peut-être les Koloego ont eu à mettre des actions qui changent la donne. Absolument. Simplement, peut-être, on peut dire, les Koloego peuvent exister, mais ne pas se transformer en tribunaux. Être des collaborateurs des forces de sécurité en remettant tout prisonnier que ces Koloego ont. Si, effectivement, Nawaloum l'a dit, mais malheureusement, c'est ça. Lorsque nous sommes en ville, nous sommes derrière nos ordinateurs et que nous parlons de sécurité, les gens ne comprennent pas ça. Mais qu'est-ce qui leur coûte de remettre les prisonniers qu'ils arrêtent aux forces de sécurité? Non, mais justement, c'est cette forme d'organisation-là qu'il faut revoir. Peut-être qu'il faut faire en sorte... Moi-même, j'ai pensé que non. Et à l'image, par exemple, je vais prendre un exemple. Hein. Il y a le mariage, aujourd'hui, ça se fait en deux étapes. Il y a le mariage traditionnel et le mariage à la mairie. On a essayé de compléter deux formes d'organisation. De telle sorte que le mariage traditionnel, il s'est fait obligatoirement. En tout cas, il y en a qui l'exigent. Et moi, je pense même que dans les mariages qui tiennent là, c'est plus l'aspect traditionnel qui permet de tenir ce mariage-là, le popossum. D'accord, John Gadiaga, nous sommes pris par le temps, il faut que Sidibé parle rapidement. Non, il y a la possibilité de revoir, effectivement. D'accord. Franchement. Sur cette question, c'est vrai que la question est toute posée, parce que les Koloego existaient, ils ne posaient pas de problème. S'ils posent des problèmes, c'est que les gens ont constaté des dérives. Et s'il y a des dérives, c'est parce qu'il y a des jugements. C'est-à-dire eux-mêmes sont des tribunaux. Est-ce qu'on ne peut pas, si réellement ils enlèvent l'aspect tribunal à leur niveau, ils disent qu'ils peuvent récupérer des délinquants et les remettre aux forces de sécurité, est-ce que ça ne posera pas de problème, j'espère? Oui, je pense que c'est... S'ils ont leur naissance, c'est dû peut-être du fait qu'ils ont déjà remis. Chaque fois, on attrape des délinquants donnés à la police ici. Et comme le disait un ancien commissaire, la Mako est devenue une passoire. Lorsque tu attrapes... un délinquant t'y amène à la police et que le lendemain il est de retour. C'est toi qui l'aurais dénoncé, c'est toi qui as chaud, si tu ne dors plus. Donc, quelque part, il y a les rouages de la justice qu'on ne maîtrise pas forcément, mais il faut reconnaître aussi que c'est parce que, en temps, la population s'est rendue compte qu'il y a les failles au niveau de la sécurité moderne, la sécurité traditionnelle. Et donc, eux-mêmes, ils vont gérer leur sécurité. Jusqu'à preuve du contraire, ce qu'on est en train de fouetter actuellement, c'est des voleurs. En tout cas, c'est qu'on apprend. Des présumés voleurs. Oui. Et aujourd'hui, moi, je ne peux pas reprocher à une communauté de ne pas s'auto-organiser pour assurer sa sécurité. Et c'est dangereux même de ne pas s'organiser. Même au niveau de notre famille à la maison, à Ouagadougou, ici. Quand tu rentres, tu prends toutes les précautions pour que le voleur ne vienne pas la nuit pour ouvrir ta porte. Et c'est les animaux qui sont en brousse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des cellules de veille de telle sorte que toute personne suspecte, ou du moins en tout cas les voleurs reconnus comme tels, parce que les voleurs ne sont pas ex nihilo de la société burkinabé. Ce sont des voleurs qu'ils connaissent, ce sont des voleurs du Burkina Faso. C'est l'échec, par exemple, quand vous prenez
États généraux de la police et de la sécurité, la police de proximité, les coups d'État, les actions d'éclat qu'on mène dans les régions, c'est une trilogie d'échecs du gouvernement. C'est ça qui a amené aujourd'hui les gens à se constituer. Je vous pose une question, Sidibé. Vous attrapez un voleur ce soir dans votre maison, vous arrivez à le maîtriser, vous avez une arme avec vous, vous l'avez totalement maîtrisé, qu'est-ce que vous faites? Vous l'abattez ou bien vous le remettez aux forces de sécurité? Je ne souhaite même pas l'attraper. Je pense qu'on ne va pas répondre dans ces... Vous le remettez aux forces de sécurité parce que vous savez que si vous l'abattez, là vous serez contre la loi. Donc les voleurs, ce qu'on fait sur ces choses-là, je ne saurais pas souhaiter attraper un voleur ce soir. Ça ne rentre pas dans mes missions. Donc, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas. Moi, je suis dans une action. Juste pour vous dire ma sécurité, nous tous autant que nous sommes dans une action préventive. Et je pense que les Colombien aussi sont dans une action préventive. Maintenant, il y a des brebis galeux. C'est comme je vais le dire là. Les voleurs, là, nous les connaissons tous. Ils les connaissent. C'est pour cela qu'ils se sont constitués au fait. C'est pas parce que. Ce n'est pas parce que. Il y a même de la caricature. Je veux savoir il y a la caricature sur cette question-là. qu'est-ce qui dérange au niveau des Colombien une fois qu'ils auront attrapé leur voleur, qu'ils le remettent aux forces de sécurité? C'est parce que le lendemain, ils vont retrouver le même voleur dehors. C'est la question. Il faut repenser peut-être le système au niveau de la sécurité, au niveau judiciaire. Moi, je pense que c'est la solution. On sait bien qu'au niveau sécuritaire, il y a des dérives, il y a des manquements. Au niveau judiciaire également, il y a des manquements. Il faut repenser cela. Vous l'avez bien dit tout de suite. Ce n'est pas votre mission d'attraper un voleur et de le livrer à la police. Ce n'est pas la mission des Kologwego également. Ce sont des associations d'autodéfense. Moi, je pense que... C'est pas ma mission. Je mérite de ne pas avoir affaire à un voleur ce soir. Puisque ce n'est pas votre mission. Il faut dire que la loi reconnaît à tout Burkinabé ce devoir d'aider, de collaborer avec les forces de sécurité. Voilà, dans la ce collaboration. sens. Moi, je suis pour une collaboration. Mais pas de là à s'auto-proclamer des milices. Parce que là, le danger qu'il y a aujourd'hui, c'est que ces Kolowego là pourraient se transformer en milice et se refuser de... Ça, c'est de la caricature. Pas de la caricature, se refuser... Les gens ne maîtrisent pas bien ceci. Oui, on va avec Aimé rapidement, avant de venir à vous, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Voilà, Oui, moi Aimé. je vais dire, les Kolowego sont des groupes d'autodéfense. Et tout groupe d'autodéfense n'a pas sa place dans une république. Ça, c'est clair. Parce que c'est quoi? Le souci avec ces Kolowego, c'est qu'ils sont organisés, hein, ils ont des bureaux, voilà, on a vu des écharpes, on a vu des tribunaux, et quoi encore? Ça, ce sont des lois qui attends, ils enfreignent. Voilà, ils enfreignent. Voilà, et les règles, si tu voles un œuf, tu dois payer tant de francs. Tu voles un bœuf, tu dois payer tant de francs. Ce sont des règles parallèles au code pénal. Ça veut dire quoi? Moi, voilà, ça veut dire que notre dispositif, notre corpus juridique là est défaillant par endroits, ce qui permet donc que ces choses-là naissent. Si par exemple, le fait que les délinquants interpellés et autres ressortent 24 heures après, et tout cela, il faut revoir. Si on n'arrive pas à encadrer, les groupes d'autodéfense vont quitter le village, ils vont nous rejoindre en ville, on ne saura plus quoi en faire. Oui, ce que vous dites, c'est vrai que le débat, quand on le pose, on oublie souvent de parler de la chaîne judiciaire ou bien de la chaîne sécuritaire, si on peut le dire, parce que simplement quand la police ou la gendarmerie récupère un bandit, il y a des enquêtes préliminaires qui sont menées. Ensuite, on transfère le dossier au parquet. Et là, on voit si on peut juger ou condamner la personne. Et si le juge qui prend l'individu, qui juge et condamne l'individu, mais c'est à partir des textes. Si on dit quelqu'un qui a volé un bœuf doit être emprisonné 3 mois, après ces 3 mois à Bamako, mais il est libre. Donc quand les populations le voient, les populations ne sont pas contentes. Alors que non, ce sont les textes. Donc il faut changer les textes, il faut changer beaucoup de choses. Voilà. Alors que malheureusement, on prend tout, on met dans le même truc, alors que souvent, il faut faire la différence. À chaque étape de la chaîne, il faut savoir situer les responsabilités. Là, on s'en sortira. Peut-être aujourd'hui dire que les peines qui sont dans notre code pénal ne sont pas à la hauteur des attentes des populations. C'est même pas une question de peine. Il ne faut pas dire que ce n'est pas à la hauteur. Mais je pense aussi que quand même, il y a la réinsertion sociale. Parce que c'est quoi? On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde aborde le sujet en aval. Le sujet, c'est en amont qu'il faut l'aborder. Qu'est-ce qui a amené aujourd'hui l'insécurité grandissante? Ce n'est pas aujourd'hui on parle d'insécurité grandissante au Burkina. C'est le chômage. C'est parce que nos gouvernants n'ont rien fait pour cette jeunesse.
C'est pour tout ça. Nos gouvernants, j'ai dit. Non. Ok, voilà, nous sommes au terme de cette émission. Sylvain, parce que nous sommes pris par le temps, merci à tous ceux qui étaient à l'écoute de cette émission sur Burkina Info. Sans langue de bois, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.